Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Masteriser sa déclaration fiscale en crypto-monnaie. Pierre Morizot, CEO et cofondateur de Valtio. Nous, déjà, on a accompagné aujourd'hui plus de 6000 Français dans leurs calculs et dans leur déclaration fiscale. Donc, on est capable de leur donner un retour d'expérience sur les fonctionnements et dysfonctionnements du régime fiscal actuel. Deuxième point, comme pour calculer les plus-values et les déclarer, il faut avoir une vision complète du patrimoine des crypto-monnaies. On est un des rares acteurs, par exemple si quelqu'un comme Ledger ou CoinHouse, une plateforme d'échange, n'a pas la vue complète du patrimoine de son client, ce qui est notre cas en tant qu'éditeur de logiciel fiscal. Donc on est capable de déceler les tendances. Est-ce que les cryptos sont utilisés comme paiement, l'essor de la DeFi ? Commencé comme beaucoup de projets de start-up sur un tableur Excel, Valtio a mis en place un logiciel fiscal qui permet aux particuliers de correctement déclarer les plus-values imposables ainsi que les revenus générés par les crypto-monnaies. Sans rentrer dans les subtilités du code des impôts, nous voyons à quel point l'évolution rapide de ce secteur pose de sacrés problèmes aux contribuables français. Qu'il s'agisse de la multiplication des échanges, de la disparition de certains, le développement de revenus passifs au travers notamment du staking ou du lending, ou encore l'explosion de la finance décentralisée, la complexité de tout cet écosystème rend quasi impossible les déclarations du dimanche soir faites illico presto. Pierre nous explique les intégrations qu'ils ont effectuées et leur modus operandi avec des acteurs de la place pour délivrer des rapports de qualité. On parle quand même de 105 plateformes et blockchain intégrées. Nous revenons sur les sujets de valorisation des actifs, de justesse des calculs et de mise à jour tant des règles fiscales que des retraitements qui en découlent. Se reposant sur des influenceurs qui permettent d'évangéliser les investisseurs en crypto, Valtio doit aussi investir beaucoup d'énergie en formant les différentes parties prenantes, qu'il s'agisse des utilisateurs, des législateurs ou encore de l'administration. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Pierre. Bonjour Solène. Eh bien, écoute, merci de m'accueillir au village pour enregistrer un épisode pour parler de Valtio. Ouais. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter aux auditeurs et nous parler de Philips ? Alors Philips, c'était ma première entreprise. Donc oui, je m'appelle Pierre Morizot, je suis un des cofondateurs de Valtio. Et rapidement, j'ai un parcours plutôt classique, école de commerce, puis commencé en tant que business analyst à l'étranger. Pendant 4-5 années, j'ai travaillé sur les sujets d'analyse de données web. Ouais. Et en même temps, comme sortie d'école, j'avais vraiment envie de monter une entreprise. J'étais partagé entre vivre à l'étranger et travailler dans des sujets d'analyse de données. Et après, reprendre des études aux États-Unis, en Californie, c'est là où j'ai compris que Internet et le web et même les cryptos avaient une place qui était incroyable dans notre monde. Et donc, retour en France, lancement de Valtio. Parfait. Alors, tu as passé quelques petites étapes. Je vais juste revenir sur... J'ai découvert les cryptos. Ça, c'était en 2016. Ouais. C'est-à-dire que tu as commencé à investir en crypto ? Alors moi, j'ai commencé à investir en 2017, puisque j'avais un de mes anciens colocataires à ce moment-là qui était chez Ledger. Et donc j'ai rapidement compris, été formé sur le sujet. Ouais. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai investi. Tout premier investissement crypto à ce moment-là. Et là se pose le problème qu'ont beaucoup de personnes. Tu disais 5 millions de personnes en France qui ont déjà investi en crypto. Donc ça représente beaucoup de monde. Le problème de la déclaration fiscale et la prise de tête. Alors déjà que sur des actifs traditionnels, on se gratte un peu les cheveux. Mais sur la crypto, en 2017, où je ne sais pas quand tu as dû travailler sur cette déclaration fiscale, la notion de crypto-monnaie n'existait pas encore dans le... Exactement, dans les textes de loi. Voilà. C'était Bitcoin et autres monnaies associées, ce qui n'a absolument aucun sens juridique. Et à l'époque, régime fiscal qui n'était pas du tout spécifique, c'était plus-value sur bien meuble, qui était mais vraiment pas lié au monde des crypto-monnaies, complexe à mettre en place, mais impossible déjà de calculer facilement, rapidement ces plus-values, juste de savoir combien j'ai gagné au sens fiscal du terme. D'accord. C'est-à-dire combien je dois d'impôts concrètement au fisc. Et là, comme tout le monde, tu prends un tableur Excel, voilà, exactement. Tu listes tes transactions, au mieux tu les exportes depuis ton exchange. C'est un peu ce qui s'est passé, j'imagine. C'est exactement ça. Je retravaille ça. Ouais. T'avais un exchange ou plusieurs ? J'en avais plusieurs à l'époque. En plus ? Ouais.
Et je retravaille tout ça. Moi, j'avais déjà donc, cette formation d'analyse, donc j'avais retraité la donnée. Ouais. Mais une fois que je suis arrivé là, je me suis dit, mais ok, qu'est-ce que dit le droit? Donc je commence un peu à l'éplucher. Mais on était dans un groupe... Seul ou avec un expert? À tout début, seul. Puis après, très rapidement, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on fasse ça avec un fiscaliste. Avec un fiscaliste, exactement, spécialisé aussi dans le monde des cryptos. Ouais. Donc ouais, au tout début, non, pour le coup, c'était très entrepreneurial sur Excel. Et d'ailleurs, on reçoit encore, je sais pas, tous les mois des fichiers Excel de clients qui nous disent j'ai essayé d'y arriver tout seul, mais non, j'abandonne. Good luck. Voilà. Ok. C'est assez drôle. Donc ton cofondateur, c'était ton coloc ou pas? Non, pas du tout. Non. C'est quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur Internet et qui, très rapidement, m'envoie des blocs du code. Mais tous les jours, et en fait Sympa. Ouais, trop bien. Et on se dit en fait par Excel on va jamais avancer, Ouais. évidemment, et donc là on se dit ok, il y a vraiment une application à construire. Ouais. Donc voilà. Parfait. Donc vous lancez Valtio. Mm. Très rapidement, vous avez des utilisateurs qui utilisaient les tableurs Excel, qui faisaient ce que tu faisais, et qui se disent c'est quand même plus facile de passer par vous. Et à cette époque-là, les clients, est-ce que vous avez des clients corporate ou c'était des clients corporate et des clients individuels? Non, au tout début on s'est dit le vrai problème il est sur les particuliers. Ouais. Donc on a onboardé tous les ans un peu plus de particuliers, et puis au bout d'un moment on s'est dit mais en fait il y a plein de personnes qui sont venues nous voir, entreprises et autres, donc après avoir codé le droit fiscal et avoir eu cet outil, on l'a appliqué aussi pour les entreprises. On a onboardé une trentaine de clients, puis on s'est dit en fait à l'heure actuelle c'est vraiment un défocus parce que il y a déjà tellement de travail avec la complexité des transactions, des profils aussi d'investisseurs. Donc on a arrêté en fait cette partie B2B. D'accord. Pour le moment, et donc pour se concentrer uniquement sur le B2C. Parfait. Alors, il y a la notion de déclaration, mais il y a aussi la notion d'optimisation fiscale. Est-ce que, sachant que tu es déjà dedans depuis un certain temps, tu as des exemples d'optimisation fiscale qu'on peut avoir sur ce nouvel actif? Ouais. Déjà, en termes de conseils, le plus connu de très loin, c'est de se dire on ne va pas générer des événements taxables, des faits générateurs d'impôts. Donc à partir de là, ça veut dire... Comme quoi, par exemple? Échanger une crypto-monnaie contre des euros ou une devise monétaire d'État, ou l'utiliser pour acheter un bien ou service, c'est un événement taxable. Donc d'accord. À partir de là, on doit calculer, déclarer les plus-values. Exactement. En France. Oui. Donc c'est réduire les événements taxables. S'il n'y en a pas pendant une année, il n'y a pas de gain à déclarer. Donc en l'occurrence, ça veut dire échanger plutôt des crypto-monnaies contre des stablecoins, qui en fait en France n'est pas un fait générateur d'impôts. Ah bon? Ouais. Ah, et c'est le seul pays dans le monde d'ailleurs. Génial. Et jusqu'à quand? Alors déjà depuis le 1er janvier 2019, jusqu'à quand il n'y a vraiment pas de projet de le changer pour le moment. Okay. Et donc, je pense que c'est le premier conseil. Maintenant, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il faut faire un peu attention parce que pour moi, la comptabilité, des cryptos, c'est comme une comptabilité classique. Faut le faire un peu régulièrement, sinon c'est vraiment complexe. Ouais. Et ne pas réaliser de faits générateurs d'impôts, d'événements taxables, ça contraint un peu à repousser le moment où on se dit bon, je connecte mes comptes, je regarde un peu tout et je fais mes calculs de plus-value. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir une sorte de suivi minutieux ou en tout cas régulier pour l'année où on veut déclarer cash out, donc sortir un peu de ces investissements crypto. Pas passer trop de temps à calculer les plus-values. D'accord, merci. Alors, avant qu'on enregistre, tu me disais un truc intéressant, parce que c'est toujours intéressant de voir ce que dans cet écosystème crypto, au sens très large, les acteurs en place accompagnent parfois des régulateurs ou donnent des feedbacks à une administration X ou Y pour donner des éléments de compréhension. C'est un sujet que j'avais pas mal évoqué avec Nicolas Louvet sur un épisode CoinHouse que tu as peut-être déjà écouté. Et ce que tu me disais, c'est que toi, tu t'es retrouvé quand même à plusieurs reprises au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Quelle est la nature des échanges que tu as avec les sénateurs ou les députés sur ces sujets-là, et pourquoi est-ce qu'ils viennent te voir? Comment ils s'adressent? Quelles sont les problématiques qu'ils ont envie de soulever avec toi? En fait, nous, déjà, on a accompagné aujourd'hui plus de 6000 Français dans leurs calculs et dans leur déclaration fiscale. Donc, on est capable de leur donner un retour d'expérience sur les fonctionnements et dysfonctionnements du régime fiscal actuel. Deuxième point, comme pour calculer les plus-values et les déclarer, il faut avoir une vision complète du patrimoine des crypto-monnaies. Donc on est un des rares acteurs, par exemple si quelqu'un, une boîte comme Ledger ou CoinHouse, une plateforme d'échange, n'a pas la vue complète du patrimoine de l'individu, de son client, ce qui est notre cas en tant qu'éditeur de logiciel fiscal. Donc on est capable de déceler les tendances. Est-ce que les cryptos sont utilisés comme paiement, l'essor de la DeFi,
Et donc, on est capable un peu plus tôt d'alerter quant aux besoins de réglementation. Donc, c'est typique ce qu'on donne. Et deuxième point, on a fourni aussi certaines statistiques. On a expliqué que le stablecoin était beaucoup plus utilisé que les devises monétaires d'État en France parce que ça permettait de se hedger, d'éviter le fait générateur d'impôts. Donc, on informe, et voilà le type d'information qu'on fournit aux parlementaires. Alors c'est intéressant parce que, comme tu le disais avant qu'on enregistre, on s'est beaucoup parlé avant qu'on enregistre, tout ce qui va encadrer la fiscalité, tout ce qui encadre le code des impôts évolue au gré d'un certain nombre d'événements. Et dans la crypto, tout va extrêmement vite. Les innovations se comptent par centaines chaque semaine, chaque mois. Avec l'essor de la DeFi, est-ce que ce qui a été mis en place, donc tout l'environnement fiscal en France qui a été mis en place pour gérer et aider à déclarer correctement ces revenus issus des crypto-monnaies, est-ce que c'est encore adéquat ou est-ce qu'il y a actuellement déjà des discrepancies entre les actions que font les investisseurs avec leurs crypto-monnaies et la manière dont ils doivent les déclarer? C'est pas très clair ma question, mais tu vois le principe. Je comprends très bien. Le régime fiscal, il a été créé le 1er janvier il a été mis en place début janvier 2019. Il est vraiment pensé dans une logique, j'achète une crypto, je la vends contre soit de l'euro, soit une autre crypto. Ce concept de revenu passif, vraiment, qui est passionnant d'un point de vue financier, de générer des revenus complémentaires de la détention de ces crypto-monnaies, il n'est pas du tout pris en compte. Et donc, tout ce qui est... Je pense à quoi? Au staking? Exactement, au staking, le lending, tout ce qui est les revenus de Masternode, les revenus... tous ces revenus passifs ne sont pas du tout pris en compte dans le régime fiscal. Et aujourd'hui, typique... Par exemple, un exemple très simple, on réalise des produits dérivés en crypto-monnaie, ça devrait plus être le régime fiscal des plus-values en actifs numériques, ça devrait être le régime des instruments financiers sur titre. Si après on réalise des revenus de lending ou stacking, c'est une déclaration bénéfices non commerciaux. Donc, c'est-à-dire qu'un individu devrait qui réalise ce type d'opération, et il y en a des dizaines de milliers, centaines de milliers, devrait calculer et déclarer ses plus-values en suivant 3 régimes fiscaux complètement différents, ce qui est complètement absurde. Donc nous, typique, on recommande des propositions pratiques en disant, écoutez, en l'état, ne pas déclarer de cette façon, mais par contre, faites-le comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, comme beaucoup d'influenceurs recommandent aussi cette approche, la grande majorité des Français déclarent leurs revenus de cette façon. D'accord. Alors on parlait d'influenceurs, vous travaillez avec certains grands influenceurs, dont certains sont déjà passés sur mon podcast. Quel est le rôle qu'exercent ces influenceurs à vos côtés? Il est vraiment important parce qu'au tout début, personne ne comprenait le régime fiscal. Et il y en avait plein qui avaient vraiment envie de se dire comment je dois faire. C'est incroyable, mais le sujet fiscalité crypto-monnaie, il intéresse énormément les gens. Et donc, en fait, les influenceurs ont permis de comprendre donc aux différents individus qui détiennent... D'enseigner. Exactement, de dire, voilà comment ce qu'il faut faire, déclarer ses comptes, c'est comme ça, calculer les plus-values, voilà la méthode. Et donc, en fait, de fournir l'information d'une façon beaucoup moins, je dirais pas barbare, mais que pourrait faire un professionnel du droit ou du chiffre, mais beaucoup plus compréhensible de tous. Et donc, en fait, comme ça, les personnes qui détiennent des crypto-monnaies, qui suivent ces influenceurs, ont pu comprendre un peu quelles étaient les obligations et de façon un peu plus fun. C'est sûr que c'est plus fun d'écouter Owen Simonin qu'un avocat fiscal. Voilà, exactement. Enfin, en tout cas, ils sont plus aptes à présenter exactement les choses de façon compréhensible. D'accord. Donc, vous avez lancé... merci beaucoup d'être rentré dans le détail. Vous avez lancé Valtio pour répondre à ce besoin vraiment fort d'accompagnement sur les déclarations fiscales sur ce sujet des crypto-monnaies. Comment est-ce que vous avez connecté... Alors, c'est très compliqué. Et après, je pense que dans l'audience, il y a quand même pas mal d'auditeurs qui ont déjà investi en crypto-monnaie. Mais je pense que ce serait intéressant que tu expliques à quel point ça peut être compliqué parce que tu as des différents exchanges, tu peux avoir de la DeFi. Est-ce que tu pourrais nous donner, par exemple, prendre un cas concret d'un client qui vient chez vous et nous expliquer à quel point ça peut être complexe, que ce soit la complexité des transactions, des outils, des plateformes utilisées? Déjà, la logique générale, ça va être de rassembler toutes ces informations de ces transactions, donc toutes ces plateformes d'échange, les brokers, les intermédiaires, les wallets,
Donc une fois qu'on agrège et qu'on rassemble toutes ces données, nous, Waltio, on va les lire, on va les interpréter, on va les retravailler, et c'est comme ça qu'on va calculer les plus-values et fournir les liasses fiscales. Maintenant, pour reprendre des exemples complexes... Prends-moi explique-nous avec Monsieur Durand qui se connecte à votre outil, à quel point ça peut être compliqué pour lui. Alors, par exemple, quelqu'un, on va dire, a perçu une donation en crypto. Il va falloir qu'il soit enregistré d'une certaine façon. Ça va faire augmenter le prix total d'acquisition, c'est-à-dire le montant investi en crypto. Et donc, ça doit être un enregistrement fiscal, presque dans une logique enregistrement comptable qui est spécifique. Si après, il a... je sais pas, il y a eu des données qui sont issues d'une plateforme d'échange qui soit fermée depuis, donc on ne peut pas accéder à ces informations. Ouais. Il va falloir un peu retravailler ces informations manuellement, c'est quand même assez courant. Ouais. Une plateforme d'échange qui ne partage pas des informations complètes, c'est particulièrement courant. D'accord. Il n'y a aucun standard en fait, dans l'industrie pour structurer les données fournies. D'accord. Je ne sais pas la qualité de fonctionnement de DSP2, donc la directive européenne sur le partage des données bancaires, mais en tout cas dans le monde crypto... T'as pas la même chose, oui. Non. Ouais. D'accord. Il y a souvent des API ouvertes, mais après les données ne sont absolument pas structurées. Un point qui est aussi hyper intéressant, c'est donc la complexité des opérations. Depuis quelques années, avant, je te disais, on pouvait juste acheter et vendre des cryptos. Là maintenant, c'est incroyable le type d'opération qu'on peut faire. Alors vas-y. On peut avoir sur plein de plateformes du cashback. Ouais. Il y a plein de types de cashback qui sont différents. Le cashback, c'est vraiment une prise en compte dans le régime fiscal qui est vraiment spécifique, qui est intéressante. On peut faire des paiements, donc les paiements par carte. Il faut que chacun de ces paiements soit lu. Il faut savoir si le paiement il a été fait en euros, en crypto ou en fiat. Et après, il y a ces nouveaux revenus. Donc, on parlait du stacking, donc le fait de séquestrer des fonds. Ouais. Toute la partie DeFi. Donc, il va falloir à chaque fois, quand on séquestre des fonds, voir les flux des fonds séquestrés, voir les revenus réguliers, qui sont souvent d'ailleurs très réguliers. Ouais. Le coût de la transaction étant tellement faible que ça va être une transaction toutes les heures. Ouais. Après, donc, on va voir aussi toutes les participations de DeFi, donc c'est les échanges avec les pools de liquidité. Ouais. C'est-à-dire qu'on va envoyer des fonds. Ça est fait, c'est absolument pas régi d'ailleurs par un intermédiaire centralisé. Donc il faut aller directement écouter les données de la blockchain. Ouais. Donc dans le cas de certaines blockchains, typiques Elrond, on travaille directement avec leurs développeurs pour leur dire ce qu'on doit voir, nous, dans l'explorateur, dans les API de l'explorateur, pour que ce soit à des fins fiscales enregistré correctement. Top. Bah, écoute, c'est hyper intéressant. Alors j'aimerais juste que tu précises, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé sur FinScale. Tu parlais des masternodes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, je ne suis pas moi le spécialiste, malheureusement, mais c'est en fait tout le processus qui permet de sécuriser le réseau blockchain. Ouais. Et donc en fait, c'est le fait de détenir ou de faire tourner des masternodes, ça va être le fait de sécuriser et de faire fonctionner le réseau. Et qui génère un revenu. Exactement. D'accord. Exactement. Comme le staking ou le lending. Ok, merci d'avoir clarifié ce point-là. Alors, on a bien compris que pour ce monsieur Durand qui a eu ses donations en crypto, en effet, le traitement et ce qu'il va faire de ces cryptos après va avoir énormément d'impact sur vous, votre travail de retraitement de l'information. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu en coulisses, comme tu as commencé à le faire avec les discussions que vous avez avec les développeurs de cette blockchain, le type d'intégration que vous avez été amené à faire, avec qui, et ce que vous allez parvenir à récupérer des exchanges, entre autres, et comment vous allez retraiter cette information-là ? En fait, nous, on doit récupérer toutes les transactions. Donc, c'est-à-dire tous les achats de crypto faits avec des fiat, tous les échanges de crypto l'une contre l'autre, et aussi les conversions de crypto-monnaies contre, à nouveau, des fiat et devises d'État. Mais on doit aussi savoir s'il y a eu des revenus passifs qui soient faits via ces plateformes d'échange, ou des revenus passifs, comme on parlait tout à l'heure, purement décentralisés. Donc, en fait, l'intégralité des flux financiers de crypto doivent être pris en compte pour être capable de calculer les plus-values. Et donc, il y a un premier challenge qui va être dans la lecture, la compréhension de ces données. Il y a une deuxième difficulté qui va être dans la valorisation. C'est-à-dire, 85% des transactions de nos contrats, en ce moment on trace plus d'1 million de transactions par semaine, n'ont pas de prix en euros. Évidemment, on ne peut pas tenir sa comptabilité en Ether ou en Bitcoin. Donc, il va falloir valoriser ces transactions. Ces jetons aussi, donc, lors de la transaction. Et donc, ça aussi, c'est un autre enjeu. Travailler avec des fournisseurs de données de prix et données marché.
Donc voilà le typique des difficultés rencontrées dans l'obtention, ne serait juste que dans l'obtention de la donnée et la lecture de celle-ci. Alors vous vous connectez aux exchanges directement par API? Comment ça fonctionne? C'est exactement ça. On se connecte aux exchanges par API. Et si on n'a pas Binance, par exemple, a une API disponible publique. Ouais. Mais par contre, si on rentre vraiment dans le détail... Mais c'est une API qui va te donner beaucoup d'informations. Après, il va falloir que toi, tu traites cette information-là. Et cette API, c'est pas la même que celle de Kraken, j'imagine. Tout à fait. Ouais. Et ne fournit pas du tout les données de la même façon, les structure pas de la même façon. Binance, c'est une myriade, quasiment une centaine d'API. Mais en effet, pour par exemple, le margin borrowing, donc les emprunts avec effet de levier, ne sont pas pris en compte dans l'API, donc il faut absolument aller télécharger le fichier. C'est pareil pour les redemptions, si on a aussi des revenus parce qu'on a fait de l'affiliation, ils ne sont pas pris en compte. C'est un travail de fourmi que vous avez à faire. Les commission rebates non plus. Ah oui, bien sûr, c'est un vrai travail de comptable, mais en fait, le but, c'est de toujours automatiser cette comptabilité. Et le fait, en fait, d'utiliser pour tout un logiciel, ça nous permet de monter à l'échelle. Et vous avez connecté, donc tu parlais des données, vous êtes connecté, j'imagine, avec des providers comme Kaiko. Ouais, c'est ça. Ouais. Et le nombre d'exchanges que vous avez connectés jusqu'à présent, ça représente combien? Alors, aujourd'hui, on couvre 105 plateformes d'échange et blockchain. Ouais. Et après, en effet, on s'est aussi, pour avoir ces prix, comme on parlait, connecté avec Kaiko, mais aussi même d'autres, les alternatives à Kaiko, d'autres fournisseurs de prix, parce que on peut pas se tromper sur le prix. Parce que, évidemment, ça a un impact conséquent dans la valorisation du portefeuille. Donc, nous-mêmes, on a débloqué nos propres modèles dessus. On a aussi développé des méthodes qui fait que si on n'est pas sûr du prix, on laisse notre utilisateur renseigner le prix. Et nous aussi, on a notre travail en interne qui fait où, quand on voit trop d'utilisateurs qui rencontrent une difficulté, nous-mêmes, on peut modifier ce prix. D'accord. Comme ça, en fait, on enrichit complètement notre base de données prix alors qu'il y a des fournisseurs. Quand vous onboardez des échanges, est-ce que vous avez quel processus vous mettez en place pour vous assurer que l'information qui va être renvoyée par l'échange est reliable, parce que après vous allez avoir une grosse responsabilité vis-à-vis de vos clients pour avoir des tax reporting qui soient cohérents. Donc qu'est-ce que vous faites comme check des contrôles? On a plusieurs checks, il y a plusieurs façons de collaborer. La première, ça va être donc de travailler souvent avec on a de la chance en fait dans ce monde crypto, c'est souvent des développeurs, des informaticiens. On a beaucoup de clients complices qui vont dire écoutez, moi je veux cette plateforme, oui je veux bien passer du temps à vérifier avec vous que ce soit les bonnes données, parce qu'en même temps on intègre la plateforme pour cette personne. Donc c'est de la co-construction. Exactement, ouais. Et en vrai c'est génial. Donc on va beaucoup vérifier avec l'utilisateur. Nous-mêmes on a beaucoup de comptes, donc nous-mêmes on teste aussi avant sur nos propres comptes. Bien sûr. Donc c'est comme ça qu'on va lire les données, et ça va souvent se faire de façon incrémentale. D'accord. Et après, comment est-ce que vous cross-checkez que l'information des plus-values est correcte? En fait, déjà notre formule de calcul, elle est validée par nos avocats fiscalistes. Donc c'est la formule, on va dire, plus basique. Donc ça, là-dessus, au moins, on s'engage quant à la qualité de calculer les plus-values correctement. Après, comment est-ce qu'on cross-check? En fait, on a tout un ensemble d'assistances automatisées dans notre outil qui va lui-même identifier si des transactions sont manquantes, si des prix sont manquants, s'il y a des anomalies dans le calcul. Je vais donner un exemple très basique, mais j'achète un bitcoin, j'en vends 2. Nous, on voit ça, 2 transactions, on se dit mais c'est juste pas possible. Il manque quelque chose. Et donc, en fait, on a... et d'ailleurs, c'est intéressant, mais on développe des outils de plus en plus intelligents pour être capable, justement, d'accompagner notre utilisateur quant à résoudre ces anomalies. Et après, on a aussi un service client qui est important. Aujourd'hui, 30 ou 40, même 40% de l'équipe fait du service client. C'est une vraie armée suisse. D'accord. L'année dernière, c'était plus de 45 000 messages qu'on avait envoyés individualisés à nos clients pour les aider à poursuivre leur calcul de plus-value. Impressionnant. Alors, il y a des clients qui passent pas par des échanges. Comment vous faites pour ces clients? Dans ce cas-là, ils doivent directement connecter leur wallet. Donc, nous, on va aller écouter la blockchain. Donc, ils connectent leur wallet à Waltio. Et nous, on va aller écouter la blockchain, donc récupérer toutes les transactions qu'ils ont faites. Alors, tôt ou tard, normalement, ils ont besoin pour convertir en euros, passer par un lien intermédiaire. Mais en effet, on fait de plus en plus de traçabilité de données on-chain en faisant en fait la comptabilité, fiscalité directement sur des données issues de la blockchain publique.
D'accord. Et alors, d'une manière vraiment très concrète, un client qui travaillerait avec vous, comment est-ce qu'il s'y prendrait pour vous fournir toutes ces données-là ? Il arrive en fait sur notre site, sur l'application, le web app, et petit à petit, il va générer sur chacune de ces plateformes des clés API. Et donc, il y a une partie clé publique, secret key. Je parle bien de l'API, hein, pas de, Quand même. Ouf. Et donc, il les donne et il les renseigne dans Waltio. Ça met en exergue les deux applications peuvent ainsi collaborer. Nous, on récupère les informations dont il nous a donné les accès. Nous, on a évidemment plein de tutoriels qui lui expliquent comment le faire facilement. Donc ça, c'est pour les plateformes d'échange. Et pour les wallets, les portefeuilles de stockage, ils vont mettre la clé publique directement dans l'outil. Donc, ils sélectionnent les plateformes ou les coins. Et après, comme ça, on récupère l'intégralité des informations. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a une différence ? Ça, c'est intéressant, parce que maintenant que vous avez des milliers de clients qui vous utilisent, quelles sont les pratiques ? Est-ce que les clients ont tendance à plutôt passer par des plateformes qui sont basées en Europe, ou est-ce qu'au contraire, ils vont aller directement sur des Coinbase, quoique Coinbase maintenant est présent en Europe, mais quelles sont les pratiques générales des clients en matière de transactions ? 85% des transactions qu'on voit viennent soit de Coinbase, Binance ou Kraken dans nos utilisateurs. Quand même. Évidemment, on voit des nouvelles plateformes qui arrivent. Donc là, typique, les Celsius, Nexo, Swissborg est arrivé un peu de nulle part il y a 1 an et demi. Donc on voit des tendances de nouvelles plateformes qui se développent, qui prennent de la place dans le marché, des parts de marché, et d'autres qui perdent des parts de marché. Mais oui, on voit toutes ces tendances de plateformes, d'exchange. Il n'y a pas du tout d'impact fiscal pour un client qui passerait par une plateforme aux US par rapport à Swissborg qui est basé par exemple en Suisse ? Alors non, il n'y a pas d'impact fiscal dans l'obligation de calculer et de déclarer ses plus-values. À partir du moment où cette plateforme partage ses données à un client, à son utilisateur, il n'y a aucun impact. Par contre, dans la partie, il y a une deuxième obligation fiscale qui est de déclarer les comptes détenus à l'étranger, d'informer l'administration fiscale qu'on détient comme un compte bancaire. Et là, pour le coup, il y a cette obligation de fournir ces informations. C'est juste fournir l'adresse et quelques infos sur la plateforme. D'accord. Alors, un autre point qui est intéressant, parce que tu parlais de la donation. En crypto, on voit de plus en plus de boîtes crypto qui versent des salaires en crypto, des opérations qui s'opèrent en crypto directement. Comment est-ce que vous allez analyser et traiter cette donnée-là en particulier ? On la récupère, on la lit de la même façon. Pour ce qui est de la donation, surtout en fait, pour les particuliers, on peut la déduire de la valeur de portefeuille. Donc d'une certaine façon, ça va baisser le montant de l'impôt. Alors la donation en elle-même, si on veut avoir un droit de déduction fiscale, c'est vraiment lié à la fiscalité des dons, pas le régime fiscal des plus-values en actifs numériques. Et pour ce qui est des entreprises, comme on fait, il faut avoir le schéma d'écriture comptable, et puis après, nos utilisateurs labellisent, identifient la transaction de cette façon, et puis elle est enregistrée automatiquement dans les écritures comptables. Top. Alors, on parlait beaucoup de la France, on a quand même une audience qui n'est pas qu'en France. Il y a des solutions qui existent qui permettent de traiter, je pense à Coinly, parce que moi je ne suis pas résidente française, donc je ne peux pas utiliser Valtio. Est-ce que vous avez l'intention d'aller couvrir d'autres marchés ? Et si oui, comment vous envisagez de le faire ? Alors, on y a évidemment dès le début pensé. Je pense qu'au tout début de le faire, c'était un gros défocus. Parce qu'il fallait avoir un produit suffisamment entraîné, intelligent, pour être capable de couvrir, de le lancer dans d'autres juridictions. Maintenant on s'est développé, en tout cas c'est le tout début encore, mais en France, oui, on pense à ouvrir dans d'autres juridictions étrangères. Déjà, le régime fiscal français a tellement changé. C'est-à-dire qu'il a changé en 2018, en 2019. Le fait qu'on s'est mis à couvrir aussi les professionnels, donc les particuliers qui ont une activité occasionnelle, les particuliers qui ont une activité professionnelle, les entreprises en placement de trésorerie. Donc en fait, on a déjà nous codé différents régimes fiscaux, alors qu'on est seulement présent en France. Donc là, je pense la complexité d'ajuster nos outils pour d'autres régimes fiscaux me paraît pas très compliqué. Je pense. C'est pas le plus complexe. Le plus complexe, c'est vraiment dans la lecture, l'interprétation des données, vraiment creuser dans le détail la lecture, la compréhension des transactions. Et après, il y a aussi une autre complexité, mais qui est classique, on va dire, pour n'importe quelle société, start-up qui se développe dans un autre pays, qui est promouvoir sa solution ou la faire connaître dans d'autres juridictions, dans d'autres pays. Alors, c'est quoi votre prochain pays ? Alors pour être honnête, c'est pas encore identifié. On a eu un travail de dingue avec la partie DeFi, avec les nouvelles, tous les revenus passifs de façon générale. Donc on s'est beaucoup concentré sur le produit dernièrement, et puis aussi des utilisateurs. Donc pour l'instant c'est pas encore défini. C'est clair que niveau européen, c'est un projet il y a plusieurs pays qu'on a en scope, mais c'est pas encore défini. D'accord.
Alors, j'aimerais juste quand même qu'on parle de ton équipe, enfin l'équipe où vous avez constitué. Tu disais qu'il y avait 3 pôles de compétences différents. Est-ce que tu pourrais quand même brièvement nous présenter le Waltio dans les coulisses ? Ouais. Dans les coulisses, en fait, c'est ça, 3 vraiment expertises bien différentes. La première, c'est une expertise juridique, comptable. En effet, on en a plein qui sont une formation comptable parmi nos salariés ou même juristes, fiscalistes, parce qu'il faut calculer les plus-values et les accompagner. Alors, c'est des accompagnements techniques pour les aider à obtenir un calcul de plus-value correct. Ça, ce sont les experts chez toi. C'est un type de connaissances dont on a besoin. Il y en a d'autres qui sont aussi tout autant techniques, mais c'est les développeurs. Être capable de décortiquer les smart contracts, de mapper toutes les clés publiques de toutes les pools de liquidité et donc de poursuivre les transactions. Techniquement, il faut être capable de les lire. Donc, c'est des développeurs qui ont une bonne compréhension du monde de la blockchain public. C'est un deuxième pôle de compétences. Et puis après, il y a un troisième pôle qui est, on va dire, plus classique d'une startup, c'est-à-dire du design, faire en sorte que l'outil soit facile d'utilisation, du service client. C'est clairement une de nos valeurs fortes parce que faire un calcul de plus-value qui est approximatif, c'est pas compliqué. Par contre, en faire un qui est exact et on explique à chaque fois au client comment et pourquoi et comment le faire, c'est beaucoup plus complexe. Donc là, après, Vous êtes combien au total ? Aujourd'hui, c'est une société de 12 employés. Ouais. Exactement. D'accord. Et vous avez déjà fait appel à des capitaux vous avez déjà fait une levée de fonds ou pas ? En fait, nous, au tout début, on avait une approche hyper frugale. Bootstrap. Ouais, exactement. Ouais. Donc, on a fait en effet une levée de fonds qu'on n'a jamais annoncée. Et là, par contre, c'était du précide Ouais, exactement. Tu peux pas dire maintenant. Il y a quelques business angels dont on a parlé, dont Owen. Ouais, dont Asher, ouais. Exactement, dont Asher. Il y en a un, Tristan Colombet. D'accord. Aussi. D'accord. Donc voilà, donc plusieurs. On ne connaîtra pas le montant. Non. Chut, c'est un secret. Parfait. Eh bien, écoute, c'est super intéressant. Tu vois, on est déjà arrivé à la fin. Je t'avais dit, 30 minutes. Vos prochaines étapes, c'est quoi ? C'est-à-dire que même si on prend un peu de recul, nous, on a vu complètement Internet se développer. Tant, je pense, qu'il y a 10 ans, c'était encore des choses qu'on pouvait entendre, de dire que Internet s'arrêtera. Pourrait stopper du jour au lendemain. Là, on voit que les cryptos, c'est possible, c'est devenu une partie vraiment importante. Ce qu'on voit aussi, c'est que toutes les personnes qui ont des crypto-monnaies ont besoin d'avoir un outil pour suivre leur portefeuille, pour aussi piloter leur activité et pour calculer leur plus-value. Donc, notre prochaine étape, ça va être d'avoir un outil plus intelligent et de faire en sorte d'être, d'ici 10 ans, l'outil qui accompagne le demi-milliard d'Européens qui détiennent des crypto-monnaies. Top. Sky is the limit. Voilà. Bon, je sais que tu m'écoutes sur mon podcast, donc tu sais que je demande toujours une recommandation à la fin. C'est quoi ta recommandation ? Alors j'en ai en podcast, il y en a un que j'aime beaucoup, notamment moi qui venais pas du tout du monde financier VC M&A au début. J'ai bien aimé le podcast, j'aime bien Exit Route qui nous a aidés. Je trouve dans les enjeux, parce que mine de rien, c'est un vrai sujet pour les entrepreneurs, levée de fonds, sortie ou autre. Et un livre, j'ai bien aimé le livre de Phil Knight. Ouais. L'art de la victoire, histoire incroyable entrepreneuriale de Nike qui aurait pu mourir 10 fois la boîte alors que c'est quand même une très belle société. Et il y a aussi le livre de Jonathan Lefebvre. Tout à fait. Que vous avez en plein d'exemplaires au bureau. Ouais, L'obsession du service client. Exactement, il est offert à toute personne qui arrive dans la boîte au service client et qui va en faire. Honnêtement, nous on s'en est beaucoup inspiré, on s'en continue d'ailleurs sur comment faire en sorte qu'on a un service client qui est réactif, qui est efficace, qui est organisé et faire en sorte que nos clients adorent le produit. Merci Pierre, c'était sympa, c'était fun, malgré le sujet fiscal. À bientôt. Merci Céline. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.